Tarian m'a lancé l'invitation pour cette session conjointe sur le jazz. Il m'a mis au défi d'appliquer l'approche socio-critique à un objet musical de mon choix. J'ai tout de suite aimé l'idée. Non seulement parce que je pense que les échanges interdisciplinaires me semblent encore trop restreints, mais aussi l'approche me paraissait prometteuse. Je me disais que ce projet me permettrait de faire le point sur toute une série de questions cruciales sur la signification de la musique. Donc, mon premier objectif aujourd'hui, c'est d'abord de voir jusqu'où il est possible d'aller dans l'interprétation d'un objet musical en appliquant une approche inspirée de la sociocritique. Donc, cette approche demande de voir la musique comme un langage, mais comme le reconnaissait Adorno, la musique est une langue, mais une langue sans concept. C'est dans Introduction à la sociologie de la musique. Dès lors, il est très facile de lui faire dire tout et n'importe quoi, puis très difficile de s'entendre sur sa signification. Et là, justement, se trouve le défi, parce que si des experts s'interrogent sur la signification de telle ou telle phrase de Balzac, par exemple, une phrase qui fut écrite dans un système linguistique hautement plus précis au niveau de ses capacités référentielles que le système tonal, imaginez tout ce qu'on peut faire dire à une idée mélodique tirée d'une sonate pour piano de Mozart, d'une symphonie de Mahler ou la ligne de base d'une pièce de Michael Jackson. Donc, appliquer une approche sociocritique à la musique a donc certaines limites qui ne se présentent pas nécessairement lors de l'étude d'un texte écrit ou parlé. Mon deuxième objectif sera de faire ressortir ces limites et d'illustrer comment il est possible de les contourner. Bien des musicologues ont abordé cette question de la signification en musique et puis j'exploiterai certaines de leurs idées au fil de mon étude. J'en parlerai pas tellement beaucoup de ce volet théorique-là pour des questions de temps. Cependant, ces différentes approches musicologiques ont souvent été élaborées pour étudier la signification d'un objet musical tiré du répertoire canonique de la musique sérieuse ou une musique de tradition occidentale ou européenne. Donc, mon troisième et dernier objectif sera d'élaborer une approche qui tienne compte des particularités du jazz comme forme d'expression musicale, puisque à mi-chemin entre musique populaire et musique sérieuse, entre improvisation et composition, le jazz ne peut être étudié de la même façon qu'un lied de Schubert, une ballade de Jimi Hendrix ou une pièce de Pierre Boulez. Donc, pour étudier le sens d'un sexe, J'en recommence. On enregistre le jazz et le sexe. Et voilà. Ouais, à retenir. Donc, pour étudier le sens d'un texte, on sait qu'il faut se pencher sur la circularité entre l'œuvre et son contexte. Sans perdre de vue que c'est l'œuvre qui exprime le sens et non pas seulement le contexte qui parle de l'œuvre, ou pire encore, l'analyste qui donne son sens à l'œuvre. Ces pièges sont particulièrement dangereux quand on analyse un objet sonore qui renferme une grande part d'indicibles comme la musique. Et donc, malgré le défi que ça représente, je m'intéresserai à des exemples où l'analyse du sens musical est plus difficile, puis j'essaierai d'en trouver les raisons, plutôt que de présenter seulement des passages où l'approche sociocritique fonctionne parfaitement. Donc, j'essaie de parer les coups ici, là. Il y a des endroits où ça marche mieux que d'autres. Mais passons à Mingus, j'ai arrêté mon choix sur l'album The Clown, qu'on voit ici. C'est une édition plus récente. Là, en fait, la version originale avait le clown sur toute la pochette, mais sinon, c'est la même pochette. Donc, il a été enregistré et paru en 1957. Cet album me paraissait un bon sujet puisqu'il est passablement dense au niveau tant musical comme extra-musical. Puis tous les morceaux de l'album sont des compositions de Mingus, qui a d'ailleurs enregistré très peu de standards de jazz. Les pièces sont très variées, puis posent toutes un problème différent pour une approche sociocritique de la musique. Donc, un peu de background sur l'album, premièrement. Donc, l'enregistrement s'est fait en 2 sessions. Une première fois le 13 février 1957, puis une seconde fois le 12 mars, donc 4 mois plus tard. Puis sur les 7 pistes enregistrées lors de ces séances, il y en a seulement 4 qui se retrouvent sur l'album. 2 autres vont sortir en 1961 sur un autre disque. Puis il y en a toujours une qui doit être perdue quelque part chez Atlantic Records. Les pistes de l'album ont donc été choisies dans un but précis par Mingus. Le graphisme de la pochette ainsi que ses liner notes ou ses notes de pochette portent aussi sur l'individualité de Mingus, puis méritent donc aussi d'être pris en considération. J'envisagerai l'objet matériel, donc le disque, sa pochette, ce qui est écrit, comme une réflexion sur la musique, sans perdre de vue que l'objet de mon étude reste la musique elle-même. Donc l'album débute par une des plus célèbres compositions de Mingus. Je ne vous dirai pas le titre tout de suite pour ne pas biaiser votre écoute. Elle commence par un solo de contrebasse qu'on va écouter aussi tout à l'heure, qui est suivi du thème.
je vais expliquer un peu le vocabulaire jazz. En fait, le thème, pour ceux qui sont pas au courant, c'est la partie qui n'est pas improvisée du morceau, là, qui est jouée au début puis à la fin. Donc, on va l'écouter. Donc, on commence après le solo de contrebasse. Ça, c'est fort. Donc, que peut-on dire sur ces 70 secondes de musique? Sans regarder le titre de la pièce, sans lire ce qui est écrit dans les notes sur la pochette, qu'est-ce qu'on peut tirer des notes entendues? Tout d'abord, il y a le riff de contrebasse qui rythmiquement est extrêmement stable, voire redondant. Ça fait ta, 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 ta pendant tout le thème. Donc, c'est un motif de 2 temps. Ça swing. Puis, aussi, ce qui est particulier à ce rythme-là, c'est qu'il n'est pas syncopé. J'ai un exemple de rythme syncopé ici, on va le faire jouer parce que c'est bon, c'est Sonny Rollins. Donc, les accents... donc, une syncope, c'est quand les accents, en fait, sont pas sur le temps, le downbeat, en fait, sur le temps fort de la mesure. Bon. Excusez si je fais un peu de vulgarisation, là. On m'a prévenu que je m'adressais à des littéraires, là, donc, je vois que vous êtes tous... vous avez l'air tous très calés en jazz. Donc... où est-ce que je suis rendu? Donc, c'est ça. Donc, le riff de Mingus, lui, appuie vraiment les 4 temps de la mesure, puis ce qui lui donne, en fait, l'aspect d'une marche. Dans le répertoire symphonique, les exemples de ce genre de rythme sont assez nombreux. On peut penser à la marche à l'échafaud de Berlioz dans la Symphonie fantastique, ou la marche slave de Tchaïkovski, ou encore la grande marche dans Tannhäuser. Par contre, chez Mingus, ce rythme de marche prend une toute autre couleur par le fait qu'il swing. Puis, ce rythme s'articule sur des notes tirées de la gamme de blues. Donc, une gamme qui provient bien sûr du blues, des hymn gospel, ou en remontant encore un peu plus loin en arrière, des field hollers, ces chants que les esclaves chantaient en travaillant. Ces notes font donc référence à la tradition musicale afro-américaine. Donc, déjà avec ce simple riff, on peut constater des influences diverses de Mingus, provenant à la fois du blues et de la musique romantique européenne. Cette bipolarité se retrouve aussi dans le thème de la pièce. Le trombone et le sax alto entrent un à un en jouant la même courte phrase de 8 mesures, mais décalée de 4 mesures l'un par rapport à l'autre, ce qui crée un canon qui est un procédé d'écriture polyphonique qui date du Moyen-Âge tardif. Mais encore une fois, le canon ici est utilisé en employant les notes de la gamme de blues. Tout concorde à créer un effet de puissance pendant le thème. Donc on a le canon, l'entrée de chaque musicien un à la fois, le crescendo progressif de l'intensité, donc du volume sonore, l'élargissement du registre qui part de la contrebasse jusqu'à la trompette, puis à Mingus qui hurle. Donc, il y a aussi évidemment ces dernières mesures du thème là, où tous les musiciens redoublent l'intensité de leur jeu. Donc, ce build-up extraordinaire, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, c'est ici que les éléments extra-musicaux peuvent nous venir en aide. Tout d'abord, le titre. La pièce s'intitule Haitian Fight Song. Donc, l'idée d'un combat semble plausible au niveau programmatique.
du niveau programmatique, en fait, là, une œuvre à programme, c'est une œuvre de musique instrumentale qui se veut descriptive d'un texte ou d'une histoire, là, comme les poèmes symphoniques de Liszt ou la symphonie fantastique de Berlioz. Puis donc, c'est un moyen de donner un sens aux notes. Donc, une lecture programmatique du thème pourrait être de voir le rythme de marche militaire de la contrebasse comme représentant la représentation musicale de quelqu'un qui s'en va seul au combat, suivi par les encouragements de la foule qui augmente, ou encore mieux l'image d'une armée qui se consolide chemin faisant. Le Genghis Khan du jazz qui regroupe son armée petit à petit. Donc, l'interprétation est plausible, ou du moins plus plausible que d'autres. On pourrait difficilement avancer que le thème d'Haitian Fight Song représente la cueillette des fraises ou la pêche au brochet. Mais ce genre d'interprétation-là reste quand même un peu facile. Par contre, cette fusion des influences romantiques et afro-américaines que l'on retrouve de... J'emploierai pas le terme nègre dans mon papier pour Mingus, ça serait injurieux. Donc, ce mélange d'influences romantiques afro-américaines qu'on retrouve de façon embryonnaire dans cet extrait m'apparaît une piste beaucoup plus intéressante parce qu'en fait, au cœur de toute l'œuvre de Mingus, puis tout à fait symptomatique de la place ambiguë qu'occupe le jazz dans le panorama musical occidental après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que si on pouvait encore dire du swing des années 30 qui faisait partie du domaine, si vous voulez, des musiques populaires, c'est déjà très différent au milieu du siècle. Bon, Yann a touché un peu à ce changement de paradigme. Le statut du jazz des années 40 et 50 s'est modifié drastiquement à cause de changements au sein de l'industrie musicale, entre autres comme l'essor des technologies d'enregistrement puis de diffusion de musique, l'avènement du rhythm and blues puis du rock and roll, l'amenuisement du bassin de musiciens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, donc, comme on peut s'y attendre, ces circonstances socio-économiques ne sont pas les seules responsables du changement de statut du jazz. Déjà vers le milieu des années 30, on assiste à un mouvement de retour aux sources, puisque dégoûté par l'ampleur commerciale et le succès de masse obtenu par les big bands de swing, un nombre de plus en plus grand de fans et de musiciens nostalgiques décident de jouer puis d'écouter le jazz des décennies précédentes, soit le Dixieland ou le New Orleans Jazz. C'est nostalgique, dont notre cher ami Panassier reprochait au swing sensiblement les mêmes choses qu'Adorno reprochait au jazz en général. Donc, il trouvait que c'était une musique purement fonctionnelle, frivole, vide, une musique de masse, bourgeoise et débilitante, composée à la chaîne, sans valeur, sans signification, décadente, sans âme. Bref, le swing était trop moderne. Puis, en fait, c'est cette notion de modernisme jazz qui... Donc, c'est cette notion de modernisme jazz qui polarisait le débat entre les tenants du Dixieland et ceux du swing. Ces débats divisant autant musiciens, fans et critiques représentent le contexte dans lequel Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Kenny Clarke, Thelonious Monk et d'autres fondèrent école sans le savoir, puis lancèrent ce qui fut rapidement appelé le bebop. Le bebop qui a eu un succès vraiment très rapide. Dans quelques années, là, il était partout, puis recouvrait les deux côtes. Donc, en toute logique, comme le bebop était à la dernière mode, on leur colla automatiquement l'étiquette de moderne, de progressiste, parce que leur musique est trop rapide pour être dansée, parce que les rythmes sont trop anguleux, trop irréguliers, parce que la batterie tient la pulsation d'une façon plus subtile. L'esthétique bebop va de pair avec l'intellectualisation de l'art moderne vers l'abstraction. Le jazz devient une musique qui s'écoute. La figure du jazzman s'éloigne de celle de l'entertainer pour se rapprocher de celle de l'intellectuel. Le bebop se veut d'avant-garde, ces musiciens cherchent à innover, à pousser plus loin leur technique, leur vocabulaire, et ils sont encouragés par la presse qui ne cesse de mettre de l'avant ces notions d'évolution, de progrès, puis d'avant-gardisme. Donc c'est dans ce contexte que Mingus va faire ses débuts comme musicien professionnel. Mingus n'est pas un entertainer. Il a fait école avec les premiers beboppers, puis comme eux, il développe une virtuosité rarement égalée à cette époque sur cet instrument lourd et lent et encombrant qu'est la contrebasse. Donc, comme les musiciens de bebop, il y a aussi une grande admiration pour les compositeurs romantiques et modernes comme Debussy, Richard Strauss, Ravel ou Stravinsky. Mentionnons aussi que Mingus avait brièvement joué du violoncelle dans un orchestre symphonique pendant son adolescence, à la même époque où ses deux sœurs prenaient des leçons de piano puis de violon. Donc, il y a eu un contact très jeune avec la musique de tradition européenne. Mais revenons à l'album qui nous occupe. Donc, il reste un dernier point à explorer pour l'étude du sens dans Haitian Fight Song, c'est les propos de Mingus insérés dans le texte de la pochette. Là. Donc, bon, vinyle, il y a un très bon texte à lire à l'arrière.
Donc, j'ai retenu deux citations. La première, qui est très courte, dit « Haitian fight song, to begin, could just as well be called Afro-American fight song. » Donc, pourquoi ne pas l'avoir nommé ainsi, Afro-American fight song? Mingus n'a nulle part commenté la question à ma connaissance. Par contre, son biographe, ou plutôt un de ses biographes, Gene Santoro, avance qu'Haitian Fight Songs ferait référence à la révolte des esclaves d'Haïti qui a eu lieu autour de 1800 à 1805, quelque chose comme ça. Donc, on pourrait penser que Mingus préférait dédier sa pièce à un peuple déjà affranchi, un exemple de révolution couronnée de succès, un modèle à suivre pour les Afro-Américains de l'époque. Puis c'est d'ailleurs assez intéressant parce que ce genre de pensée à l'échelle des Amériques, cette sorte de reconnaissance du peuple afro-américain comme faisant partie de la diaspora africaine, sera beaucoup plus présent dans la pensée raciale américaine vers le milieu des années 60, là, dû entre autres au mouvement féministe noir. Donc Mingus est un peu précurseur là-dessus. Donc la deuxième citation de Mingus sur Haitian Fight Song est aussi très intéressante. Il dit « My solo in it is a deeply concentrated one. I can't play it right unless I'm thinking about prejudice and hate and how persecution and how unfair it is. Pardon, prejudice and hate and persecution and how unfair it is. There's sadness and cries in it, but also determination. And it usually ends with my feeling, I told them, I hope somebody hears me. » Donc son solo n'est pas seulement qu'un enchaînement de gammes, d'arpèges et de motifs appris par cœur. Il veut vraiment dire quelque chose. C'est aussi intéressant de souligner que Mingus, pour être certain d'être entendu, fait deux solos distincts dans la pièce, qui est quelque chose d'assez rare dans le répertoire. En fait, un contrebassiste devrait se compter chanceux d'avoir un solo de temps en temps dans son spectacle pour permettre aux gens d'aller à la salle de bain ou quelque chose comme ça. Donc là, Mingus, qui est le leader du groupe, se permet de faire une longue introduction puis de reprendre un autre solo. Donc, on va écouter ces deux solos-là. On va commencer par l'introduction. On demanderait un minimum de collaboration. Ça, c'est le début de la pièce. C'est son deuxième solo.
Donc, ce qui frappe l'oreille dans ces solos, c'est l'utilisation, entre autres, à part le fait que c'est vraiment bon. En fait, c'est l'utilisation presque constante de la gamme de blues. C'est pas que son utilisation est quelque chose de vraiment particulier en soi, parce qu'en 1957, le courant hard bop était déjà bien installé là, avec son retour au blues. Mais ce qui peut surprendre, c'est que Mingus utilise uniquement cette gamme-là. Puis, donc, c'est comme si soudain, il y avait le besoin de simplifier en quelque sorte son langage, puis, parce que Mingus maîtrise très bien les complexités du bebop puis du post-bop. Donc, c'est peut-être pour rejoindre un plus large public, pour être compris du plus grand nombre dans son message qu'il essaie de faire passer par ses solos. Ou bien c'est tout simplement parce que le blues représentait mieux la persécution, les préjudices, la haine et les inégalités, pour reprendre ses propres paroles. C'est en fait à l'histoire que Mingus pense, à l'histoire de son peuple opprimé, à l'histoire d'une époque qui n'est pas encore terminée. C'est une manière de dire que l'inégalité existe toujours, puis que donc la musique qui la chante, le blues, doit continuer de la décrier. Outre l'utilisation de la gamme de blues, d'autres détails sont remarquables dans ces solos. Tout d'abord, l'absence d'accompagnement pendant l'introduction, puis vers la fin du deuxième solo. Le procédé n'est pas nécessairement innovateur, mais dans cette pièce, Mingus s'en sert pour se libérer des conventions harmoniques puis rythmiques. Donc, il se libère complètement de l'harmonie puis de la pulsation. En fait, il marche sur la corde raide parce qu'il s'émancipe des paramètres harmoniques et rythmiques, mais il réussit toujours à préserver la cohérence nécessaire à un discours convaincant. On peut sentir dans ces lignes mélodiques les accords de la forme de blues, là, surtout dans l'introduction, mais c'est très vague, puis c'est fait sans aucune rigidité. Donc, Mingus joue avec la forme, mais il joue aussi avec le tempo, ce qui est déjà un procédé plus rare à l'époque, ou du moins qui était utilisé de façon beaucoup plus discrète, disons. Dans l'introduction, c'est très difficile de choisir une pulsation, puis de la garder surtout. C'est très élastique, un peu comme comme un violoniste virtuose fait dans une cadenza classique ou romantique. Par contre, dans le solo, donc le deuxième solo, où la pulsation est établie par la batterie depuis environ 8 minutes là, que la pièce dure, l'effet est déjà très différent. On va réécouter l'endroit où la batterie s'efface. On va écouter l'endroit, puis je vais essayer de taper le tempo pour voir qu'est-ce que Mingus fait. C'est ici qu'il accélère. Et ralentit un peu. Donc, Mingus décide soudainement d'accélérer. C'est à un moment précis, c'est sur un motif, puis croyez-moi, c'est pas accidentel. Mingus n'a aucun problème de rythme. Je vous le dis, je confirme. Donc, s'il accélère, c'est volontairement pour donner plus de dynamisme, puis peut-être plus d'agressivité à son solo. La vitesse peut changer complètement le caractère d'un motif mélodique. Puis en fait, celui que Mingus joue sonnerait absolument pas pareil s'il était joué lentement. Donc on va réécouter juste le motif précis où il décide d'accélérer. Là, il fait signe au batteur d'arrêter de jouer. Non, c'est pas le bon extrait. OK. Ça, c'est le motif. Si on le fait plus lentement, ça perd de son effet. Puis Mingus se permet tout simplement d'accélérer puis de rendre ça. En fait, c'est comme si ça peut presque être vu comme un processus de rhétorique, comme s'il décidait d'hausser le ton. Donc, il y a un dernier détail qui m'intéresse dans les improvisations de Mingus là-dessus, c'est en fait des petites anomalies qui viennent déranger la succession des lignes. On va les écouter tout de suite. En fait, il y en a un dans chaque solo, il refait la même chose. Ça. Puis dans l'autre solo. Donc, ça vient vraiment couper la continuité de ces phrases.
Et donc, Mingus répète une note dissonance dans le grave qui a vraiment aucun lien avec ce qui arrive, puis ce où ça s'en va. Ces notes lourdes qui claquent contre le manche qui sont dérangeantes, en fait, Mingus les répète certainement parce qu'il me l'aurait fait. Sinon, s'il était seulement en train de bafouiller puis il ne savait plus trop où s'en aller dans ses phrases, c'est des choses qui arrivent. Normalement, le joueur va juste arrêter de jouer puis laisser un moment de silence puis repartir de nouveau. Mais non, il répète ces notes inélégantes comme pour déranger l'audition, pour se faire entendre, en fait. Donc, tous ces éléments, c'est-à-dire l'utilisation continue de la gamme de blues, l'instabilité harmonique, la flexibilité du tempo, la répétition des notes graves, puis le fait que je choisisse d'improviser sans accompagnement, sont représentatifs du fait que Mingus ne pensait pas seulement à faire un beau solo lors de l'enregistrement, il pensait à exprimer sa colère. Bien sûr, il s'agit d'une interprétation. Elle est plausible puisqu'elle est renforcée par les propos du compositeur, puis sur les éléments extra-musicaux. Mais si on interrogeait seulement la musique, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de dire que Mingus n'était pas en train de penser à sa liste d'épicerie ou qui était complètement en train de penser à d'autres choses, qui expliquerait aussi toutes ces particularités dans les solos. Donc c'est impossible à savoir si on ne tient pas compte d'éléments extra-musicaux à notre portée, qui sont dans ce cas le titre, puis les propos de Mingus. Si je crois tout de même avoir réussi à faire de bonnes analyses du thème, du riff de contrebasse et des solos, puis d'en avoir tiré des conclusions fortes ou faibles selon le cas, je réalise qu'il est impossible de faire la même chose sur toutes les pièces. En fait, il semble que ce soit les pièces qui sortent de l'ordinaire qui détiennent le plus d'éléments analysés selon un point de vue sociocritique. Cette idée me pose problème parce que si on admet que certaines pièces sont moins novatrices, pour quelle raison est-il plus difficile de les faire parler? Comment un discours peut-il être moins compréhensible selon le degré d'innovation de ses idées? Pourquoi est-il extrêmement difficile de faire une micro-lecture d'éléments musicaux banals? Puis, en fait, je me rassure en me disant que la musicologue Susan McClary arrive à la même conclusion dans son analyse d'un concerto pour piano de Mozart. En fait, elle va utiliser la notion de bruit développée par Jacques Attali pour identifier les éléments qui vont être analysables dans le morceau. Donc, elle fait ressortir les innovations formelles et harmoniques d'un des mouvements du concerto, puis elle va analyser ça comme un combat entre l'artiste puis le système de patronage de l'époque, ou entre l'individualité du compositeur puis la rigidité des conventions d'écriture au XVIIIe siècle. Donc, elle arrive à être assez convaincante en ce qui concerne le mouvement en particulier, mais avoue être incapable d'appliquer le même type d'analyse aux autres mouvements du concerto. Est-ce que ce serait seulement une question de subjectivité, comme quoi le mouvement qu'elle a décidé d'étudier lui parlait plus, tout comme Ice and Fight Song pourrait m'interpeller plus que les autres pièces, ou bien est-ce que c'est simplement parce que la voix de l'artiste se fait mieux entendre lorsqu'elle est dérangeante, lorsqu'elle sort de la norme? Prenons par exemple la deuxième pièce de l'album qui s'intitule Blue Sea. Sea s'écrit C-E-E. Donc l'exécution est exemplaire, le thème est intéressant, accrocheur, les solos répondent au style. On peut écouter le thème brièvement. Donc la forme est simple, c'est un blues de 12 mesures. Puis certains accords sont légèrement modifiés, mais c'est vraiment très discret, il faut être très attentif pour s'en rendre compte. Le titre est un jeu de mots entre la tonalité de la pièce, puisque Do en notation anglaise est représenté par la lettre C. Puis la femme de Mingus à l'époque s'appelait Celia. La forme est un blues. Celia, ça traversait, semble-t-il, une mauvaise période à ce moment-là. Puis il y a peut-être aussi un jeu de mots avec la mère de Deep Blue Sea. La pièce est donc dédiée à sa femme, ou fait référence à sa femme, ce qui va de pair avec le commentaire de Nat Hentoff, l'auteur des notes de pochette, qui écrit en parlant de Mingus. His music is his autobiography. Puis il cite Mingus, encore sur les notes de l'album, qui dit We've now fallen into standardization. Great artists like Bird, Dizzy, Max Roach, Blanton, and Charlie Christian have worked and suffered to develop their own style. Then the copyists come, singing their praises while stealing their phrases. And worse yet, these copyists have more success than the creative artists from whom they have stolen. Personally, to unmask those who copy, I have no other solution than to write and play my own music in accord with the real emotion of the moment when I am writing and playing. Puis plus loin, Mingus rajoute, Just because I'm playing jazz, I don't forget about me. I play or write me, the way I feel, through jazz or whatever.
Music is or was a language of the emotions. Mingus tient donc à préciser qu'il écrit et qu'il compose sur ce qui lui tient à cœur, qu'il cherche une forme d'authenticité dans sa musique. Donc, il serait possible de relier les éléments extra-musicaux entre eux, puis d'associer le titre de la pièce avec les citations de Mingus sur l'émotion du moment, puis faire une analyse du texte de la pochette. Ce type d'analyse permettrait peut-être de comprendre pourquoi Mingus tient à mettre l'accent sur l'authenticité de sa musique, puis ça nous permettrait d'aborder le statut du musicien de jazz face à la standardisation, puis la concurrence dans un milieu qui s'institutionnalise de plus en plus. Mais dans ce cas-ci, les notes elles-mêmes restent comme muettes, fermées à l'analyse. Par contre, dans le contexte de l'album, ce blues relativement conventionnel permet un équilibre plus égal entre expérimentation et tradition. Alors qu'Asian Fight Song est une pièce étrange, mémorable, complexe et dense, Bluesy est plus traditionnelle, peut-être moins frappante, mais certainement une œuvre à part entière qui a quelque chose à dire. Néanmoins, il est très difficile de tirer quoi que ce soit de son contenu sonore. Heureusement, Bluesy est la seule pièce de l'album à poser ce problème. Le troisième morceau sur l'album est un hommage à Charlie Parker. Le titre, Reincarnation of a Lovebird, réfère directement au grand saxophoniste, à ses idées concernant la réincarnation, puis à l'admiration que Mingus lui portait. Parker est l'idole absolue de Mingus. Il est le musicien que Mingus cite le plus souvent en exemple. Il est pour lui le modèle parfait de l'artiste ayant poussé son art à fond. Il est innovateur, singulier, précurseur, virtuose, génial. Tous les superlatifs lui sont attribués. Il faut savoir que Parker est mort en 1955 aussi, donc 2 ans avant l'album. Puis, de son vivant, il avait, semble-t-il, une grande affection pour Mingus. Puis, en fait, les notes de l'album nous apprennent aussi que c'est même lui qui aurait encouragé Mingus à recommencer à jouer de la contrebasse puis à composer en 1951 quand Mingus avait abandonné la profession et travaillait comme facteur, dégoûté du milieu du jazz. Donc, pour son hommage, Mingus compose un thème assez long de 66 mesures, donc qui a une forme beaucoup plus élaborée que le standard de jazz de 24 mesures, avec une forme AABA. La forme de Mingus ressemble à A, B, C, B', D, A, B, B'. Donc, ça, c'est une représentation schématique. Là, chaque lettre représente un fragment de la mélodie, en fait. Là, mais c'est pas important, c'est juste pour expliquer que le thème de Mingus est beaucoup plus complexe. Mais sinon, la forme globale de la pièce est très simple. Donc, le thème est complexe, mais la forme de la pièce est assez simple. Donc, il y a une courte introduction, le thème, des solos, puis on rentre le thème à la fin. Certains éléments surprennent à l'écoute du morceau, principalement l'introduction, puis la section B du thème. On va écouter l'introduction pour commencer, où Mingus utilise une technique de collage de fragments sonores qui sont en bonne partie des citations de Charlie Parker. J'ai pas réussi à tout identifier les citations, là, Pierre, peut-être que tu pourras m'aider là-dessus. Mais on peut clairement entendre, par exemple, Salt Peanut de Charlie Parker. Dans la version de Mingus. Bon, ça c'est assez clair. De façon plus subtile que dans l'introduction, Mingus construit la section B de son thème à partir d'un motif tiré d'un solo de Parker dans une version de la pièce Just Friend qu'on va écouter. C'est l'album de Parker avec un orchestre, donc on va entendre du hautbois, puis ensuite on va entendre
le solo de Parker, puis je vais pointer le motif en question. C'est cette montée avec les notes répétées dans l'aigu. Donc Mingus en fait ça. Ici. Donc, que peut nous dire ce processus de citation, cette insertion d'un discours musical antérieur dans la pièce? Bien sûr, c'est une manière originale de faire revivre le saxophoniste tout en créant un moment musical surprenant dans l'introduction. Ce genre d'improvisation collective était très peu habituel en 1957, puis démontre à quel point Mingus est en recherche d'innovation, puis particulièrement dans une pièce qui est un hommage à un des grands innovateurs du jazz. Les citations, ces apparitions d'un discours tiré du bebop dans la musique de Mingus permettent aussi de mettre en perspective le parcours que le jazz a accompli en une décennie, entre l'apparition du bebop puis le moment où Mingus enregistre The Clown. Donc on retrouve encore une fois au sein de l'œuvre de Mingus la division entre ses origines musicales et son besoin d'expérimentation, la quête d'une esthétique qui lui est propre, cette fois-ci exprimée sous la forme d'une utilisation nouvelle de citations empruntées au pionnier du bebop. Donc, ces questions d'authenticité et d'individualité du musicien nous amènent à la dernière pièce de l'album, et puis au dernier thème qui va être exploré dans cette analyse. La pièce est intitulée The Clown. Elle explore ces questions, mais exprime surtout des considérations sur le statut social du jazzman. Le clown en question, c'est bien sûr Mingus. Puis en fait, sur la version originale de la pochette, il y avait, donc le clown prenait toute la place, puis il y avait une photo de Mingus plus petit en avant, là, avec un air un peu surpris. Là, puis, donc, enfin, ça m'apparaît parler de... Ça m'apparaît clair. Donc... D'accord. La pièce est certainement la plus étrange de l'album. Tout d'abord, elle n'est pas instrumentale. Il y a une narration dessus, faite par Jean Shefford, un animateur de radio à la mode à l'époque. Donc, Jean Shefford improvise une narration qui est tirée d'une histoire inventée par Mingus, qui décrit la vie misérable d'un clown incompris. Les musiciens tissent c'est un peu cliché. Les musiciens tissent une trame sonore derrière cette narration, faisant alterner une ritournelle toute simple, une sorte de valse de fête foraine, avec des passages improvisés. Cette pièce permet donc d'explorer un autre moyen d'étude de la signification musicale par l'association directe entre musique et parole. Ce genre d'analyse a une longue tradition derrière elle. L'analyse de la musique opéra cherche souvent à démontrer le talent d'un compositeur en associant musique et le texte déclamé. Puis la même chose se produit lorsqu'on analyse des leaders ou des chansons ou n'importe quelle œuvre à programme. Le problème ici, c'est que Mingus ne se base pas sur des traités d'orchestration, puis qu'une bonne partie de la musique qu'on entend est improvisée. On va écouter le début de la pièce. Faites attention, portez attention plutôt à la ritournelle qui débute avec une mélodie vraiment joyeuse, puis, mais qui se développe et qui contient plusieurs dissonances assez criardes, puis qui se termine par un accord, une espèce de cluster dans le registre grave du piano. This clown, and he was a real happy guy, He had all these greens, and all these yellows, and all these oranges bubbling around inside him. And he had just one thing he wanted in this world. He just wanted to make people laugh. That's all he wanted out of this world. He was a real happy guy. Let me tell you about this clown. He
used to raise a sweat every night out on that stage and just wouldn't stop. That's how hard he worked. He was trying to make people laugh. He used to have this cute little gimmick where he had a seal follow him up and down a stepladder, blowing Columbia, the gem of the ocean, on a B-flat Sears Roebuck model 1322A plastic bugle. A real cute act. But they didn't laugh. But they didn't laugh. La narration va de pair avec cette association du tragique et du comique qu'on retrouve dans la musique. Plus le temps passe, plus le clown, qui est plein de bonnes intentions, qui est vraiment dédié à son art, en vient à simuler des accidents pour arriver à faire rire de lui. Il va tomber en plein visage, il va mettre un casque de football pour qu'on lui laisse tomber un gros sac de farine sur la tête. En fait, il devient une espèce de précurseur des cascades stupides de Jackass. En fait, il va faire ça jusqu'au moment où ça met de sa gloire. Il va mourir sur scène en allant trop loin dans ses cascades, devant une foule en délire qui croit assister au plus grand spectacle comique de tous les temps. Ça, c'est le moment tragique, Yann. Donc, la pièce se termine par une sorte de révélation de la part du clown au moment où Jean Shepherd répète par 3 fois « He really knew now, he really knew ». Donc, que savait-il? Que son entreprise n'avait aucun sens, que ses spectateurs ne lui voulaient aucun bien, qu'il essayait d'accomplir son art dans un monde qui lui serait toujours aliéné. On comprend facilement l'histoire du clown comme une métaphore du musicien jazz et son statut d'artiste encore mal assuré. Le texte peut aussi être vu comme faisant référence à cette longue et dégradante tradition américaine des spectacles de minstrels, ces blancs maquillés en noir faisant les pitres pour divertir une foule assemblée au coin d'une rue ou dans un cirque ambulant. Le clown géant sur la pochette derrière Mingus pourrait aussi représenter l'industrie du disque qui se moque de l'artiste puis le considère comme un vulgaire produit de consommation. Parce qu'on sait en fait que Mingus était particulièrement à l'affût de ces dégradantes conditions de travail imposées aux jazzmen. Puis quelques avant l'enregistrement de l'album, il avait parti sa propre compagnie de production puis de distribution avec Max Roach. Puis il a toujours tenté de s'autoproduire puis de rester maître des profits générés par son travail. En allant chercher un peu plus loin, le clown pourrait aussi représenter la politique américaine, puis son absentéisme en ce qui consiste à faire respecter les droits civiques des Afro-Américains. Rappelons-nous qu'en 1957, le mouvement pour les droits civiques n'avait pas encore pris sa pleine ampleur. Rosa Parks et le boycott des transports publics de Montgomery viennent tout juste de gagner leur cause, mais les sit-ins n'ont pas encore commencé, les Freedom Rides non plus. Puis ici, les présidents Truman et Eisenhower passent certaines lois en faveur des droits civiques. Beaucoup sont conscients que c'est principalement dans le but de couper l'herbe sous le pied à la propagande communiste. Puis de toute façon, ces lois sont votées sans aucun budget pour leur intégration puis pour leur application, de sorte qu'elles n'ont en fait aucun impact. Le gouvernement américain est donc vu comme ce visage à deux faces qui prétend tout faire sans rien accomplir. La métaphore du clown est très dense et mériterait d'être étudiée plus en profondeur, mais je suis musicologue, donc si jamais quelqu'un veut travailler là-dessus. Donc, comment Mingus met-il en musique toutes ces idées implicites et explicites du texte qu'il a lui-même suggéré à Jean Shepherd, je le répète. J'ai déjà mentionné que le fait que le thème principal, la valse joyeuse en fa majeur, se termine par un accord très dissonant qui lance sur une note sombre les sections improvisées. Ces sections sont aussi pensablement dissonantes et lugubres, à l'exception du trombone qui semble se moquer de tout, qu'on pourrait associer à la foule, en fait. On va écouter un autre extrait de ces passages improvisés. C'est le moment où le clown a un accident sur scène, puis sans que personne comprenne la gravité de la situation. Portez attention au tri de la contrebasse au début, puis les tris du saxophone comme exprimant l'angoisse de ce qui va se passer à Pittsburgh, où notre clown va mourir. Il y a aussi une descente du trombone vers le registre grave qui peut représenter la chute du clown. Plus tard, on pense entendre la foule rire dans les cascades de notes du saxophone puis du trombone. Puis aussi une montée du trombone à la toute fin, quand on entend les paroles « This was the last one », qui donne une couleur vraiment lugubre à cette phrase. Chicago, Detroit. And then it was Pittsburgh one night. Real fine town, Pittsburgh, you know. About 3/4 way through his act, a rope broke. Down came the back drum, right on the back of the neck. And he went flat. And something broke. This was it. It hurt way down deep inside. He tried to get up. He looked out at the audience, and you should have seen that crowd. Anyways, rolling in the aisle.
This was bigger than Dubuque. This was bigger than Dubuque. He really had him going. Well, this was it. This was the last one. This was the last one. Ces procédés d'imitation du texte par la musique, ces procédés de peinture sonore donnent un sens à la musique, mais ne permettent pas vraiment d'ouvrir cette signification sur son contexte socio-culturel. Elles rajoutent simplement une autre dimension à la signification du texte, qui est ici le principal porteur de message. Par contre, ces sections improvisées, si on les prend dans leur ensemble, sont aussi porteuses de signification. Elles sont, pour Mingus, la première tentative réelle d'improvisation collective libre. Puis donc, c'est pour ce texte ironique que Mingus laisse aller à insérer des sections complètement improvisées. Est-ce qu'on peut voir ce geste comme un cri de liberté de la part de l'artiste, un pas de plus dans l'expérimentation, dans la recherche d'individualité? Je pense que oui, puis je pense aussi que c'est justement le fait d'avoir un texte au premier plan qui permet à Mingus d'expérimenter avec l'improvisation comme ça. Lui qui dira souvent plus tard, en objection au mouvement free jazz, qu'il est impossible d'improviser sur rien. Donc, il se permet ici d'improviser sur l'histoire du clown, ouvrant la voie de nouvelles possibilités sonores et se moquant des conventions. Donc, si l'on récapitule, il est premièrement possible d'analyser le sens des éléments sonores en observant ses particularités par rapport à la norme, comme dans le cas d'Haitian Fight Song. Deuxièmement, on peut observer les processus d'intertextualité, comme dans le cas de Reincarnation of a Lovebird. Ensuite, il est possible de donner un sens à la musique par le texte qui lui est associé, quand un texte lui est associé, bien sûr, comme dans The Clown. Puis, donc, c'est en combinant ces approches entre elles, puis en y rajoutant les éléments extra-musicaux qu'il est, selon moi, possible de cerner avec le plus de précision la signification d'un discours musical. Dans le cas de cet album, c'est donc non seulement la personnalité et la créativité de Mingus qui s'expriment, mais surtout les thèmes qui lui tiennent à cœur. Les difficultés pour l'artiste authentique de faire entendre sa voix dans l'industrie de la musique et dans la société américaine du milieu du siècle, le statut ambigu du jazz en tant que forme artistique entre modernisme et traditionnalisme, abstraction et fonctionnalité, divertissement et art. Sous-tendant tous ces thèmes se retrouve immanquablement exprimée à tout moment la condition afro-américaine, le racisme et l'exclusion encore expérimentée à plusieurs niveaux par les gens de couleur aux États-Unis en 1957. En terminant, j'espère avoir été convaincant sur les différentes manières dont la musique de l'album exprime ses idées, fusionne colère et jazz, mais j'espère surtout avoir fourni un bon exemple d'une approche sociocritique de la musique, malgré les difficultés rencontrées pour faire parler la musique dans ce constant tiraillement entre la facilité de l'expliquer uniquement par des éléments extra-musicaux et la facilité de tomber dans une interprétation trop subjective. Il restera à développer une approche qui permette de tenir compte des éléments plus banals du discours de ceux qui n'entrent pas en conflit avec la norme.